Guillaume Erner. Bonjour Yann Werner Müller. Bonjour. Alors je dois d'abord vous présenter. Vous êtes professeur de théorie politique et d'histoire des idées à l'université de Princeton aux États-Unis, mais vous êtes allemand, vous êtes polyglotte, vous donnez une série de conférences en ce moment au Collège de France dont le thème est au cœur de l'actualité, l'Europe et la défense de la démocratie. Vous avez beaucoup travaillé sur le terme de populisme et on vous doit également un travail qui fait autorité sur Carl Schmitt. Carl Schmitt étant le théoricien nazi du droit, on va y revenir. Vous êtes en France depuis quelques semaines et j'aimerais tout d'abord, Yann Werner Müller, que vous nous disiez quel regard vous portez sur la situation politique en France. Je dirais que c'est un peu l'échec du macronisme. Ça veut dire la promesse était clairement de dépasser la gauche et la droite, de dire voilà, il y a un centre raisonnable. Tous les gens qui sont raisonnables sont avec nous. C'était un peu comme la troisième voie de Tony Blair dans les années 80-90. Et j'ajoute que certainement la technocratie et le populisme ne sont pas la même chose, mais quand même, ils ont quelque chose en commun. Avec Macron, on trouve une stratégie très technocratique. Ça veut dire, si vous n'êtes pas d'accord avec nous, vous n'êtes pas vraiment rationnel et raisonnable. Et avec les populistes, si vous n'êtes pas d'accord avec eux, vous êtes peut-être un traître. Vous êtes anti-France, vous n'appartenez pas vraiment c'est ce qu'ils appellent souvent le vrai peuple, ou aussi évidemment la majorité silencieuse. Alors je veux dire que même si technocratie et populisme sont différents, ils ont quelque chose en commun. Ce sont des antipluralismes. On ne donne pas vraiment le choix aux gens. Ah oui, c'est-à-dire qu'on dit souvent que la technocratie confond, en anglais on dit policy et politics. Autrement dit, deux manières de voir la politique. Qu'est-ce que vous en pensez dans le cas d'Emmanuel Macron, Yann Werner Müller? C'est justement ça, c'était une manière de dépolitiser la vie politique. Et ça marche jamais. C'est même d'une certaine façon un peu antidémocratique. Et ça peut renforcer le pouvoir des populistes. Parce qu'ils peuvent dire, bon, la démocratie sans choix, la démocratie sans la politique, et surtout, la politique sans le peuple, ça ne marche pas. Je ne dis pas que les populistes ont raison, mais ça donne la chance de dire des choses comme ça qui sont assez raisonnables. Mais Angela Merkel était à droite, mais elle se présentait aussi comme une femme raisonnable, peut-être même peut-on considérer qu'elle l'était, et elle disait souvent qu'il n'y avait pas d'autre politique raisonnable que la sienne. Tout à fait. Et ça peut créer, si vous voulez, un cercle vicieux. Ça veut dire, on commence avec la technocratie, ça peut renforcer les populismes. Si on voit le renforcement des populistes, la technocratie devient peut-être encore plus fort parce que les gens comme Angela Merkel se disent, bon, si on donne le choix au peuple, il nous donne Trump, Boris Johnson, des gens comme ça qui sont pleinement incompétents. Alors, encore moins de choix pour le peuple. Et on a vu ça clairement, par exemple, pendant la crise de l'euro. C'était vraiment ce cercle vicieux entre populisme et technocratie. Et la démocratie, ça veut dire le pluralisme, choix des partis, choix des idées, choix des idéologies même, a presque disparu. Mais cette comparaison entre Emmanuel Macron et Angela Merkel, qu'est-ce qu'elle vous inspire, Yann Werner Müller? Bon, je dirais pas que c'est déjà la crise de la démocratie, mais cette promesse de dépolitiser la politique, ça marche jamais. Et c'est toujours un backlash, si vous voulez, Il y a toujours un retour battoir-retour. en arrière, hein. Et voilà, et on crée un peu les problèmes. C'était très clair en Allemagne aussi que c'était vraiment la politique de Angela Merkel qui a d'une certaine façon créé l'extrême droite. Et il y avait une raison pourquoi il s'appelle Alternative pour l'Allemagne. Parce que c'était exactement une stratégie contre ce discours, il n'y a pas des alternatives. Il y a aujourd'hui en France, du fait donc de cette dissolution, une alliance de la gauche avec des gauches qui étaient perçues comme très différentes. Là aussi, qu'est-ce que vous en pensez, Yann Werner Müller?
Bon, je ne suis pas spécialiste des groupuscules en France. Quand même, je comprends bien si on dit clairement, mais maintenant c'est clair, c'est la République ou le Rassemblement national. Et il faut s'unir, il faut formuler un programme commun. Et en même temps, c'est un peu, encore une fois, le problème de Macron, parce qu'on ne peut pas avoir chaque élection un peu comme le chantage. Si on dit aux gens, bon, chaque fois, c'est le République ou le chaos. Mais alors, justement, parce que si on compare le Rassemblement national et l'AfD, on voit par exemple que l'AfD a un rapport notamment avec le passé allemand, le passé nazi allemand. Elle cherche à redonner la fierté du passé allemand. Il n'est pas question de cela avec le Rassemblement national et la portion de la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce que vous en pensez justement? Bon, c'est étonnant qu'en Europe, aujourd'hui, on trouve comme vous savez, une stratégie de diabolisation. Ça marche en France. Mais en même temps, on trouve la radicalisation avec l'extrême droite en Autriche, mais certainement aussi en Allemagne. Et bon, je ne suis pas surpris que peut-être 8-9% des Allemands ont un regard sur le passé qui effectivement est négationniste, etc. Mais c'est pas 20%. Et maintenant, ils ont 20% dans les sondages en Allemagne. Et franchement, je ne peux pas expliquer les gens plutôt bourgeois qui sont prêts à dire, bon, j'accepte un parti qui est très très clairement révisionniste. Et oui, parce qu'il faut expliquer qu'il n'y a pas eu de tentative de dédiabolisation de l'AfD. Pas du tout. Ils font le contraire. Et c'était un lieu commun de dire bon, ça marche pas en Allemagne, c'est pas possible, peut-être 5% pour eux, mais maintenant ça marche apparemment. Et voilà, ça veut dire que peut-être la seule leçon qu'on peut tirer, c'est que quelquefois c'est ce qui est très bien et d'avoir deux partis de l'extrême droite. Parce qu'évidemment, pour Marine Le Pen, c'est très bien de dire, bon, Zemmour, c'est pas nous. En Italie, c'était très bien pour Meloni de dire, bon, Salvini, c'est pas nous. Alors, on peut se dédiaboliser d'une manière assez facile. Mais encore une fois, ce n'est pas vraiment le cas en Allemagne. Et d'ailleurs, la défense, effectivement, de Pétain a été dévolue à Éric Zemmour en France. Mais justement, si je voulais vous poser une question complètement inouïe, on n'imaginait pas il y a quelques années pouvoir poser une question pareille, qu'est-ce qu'il y a de positif dans le nazisme pour l'AfD? C'est pas quelque chose de positif, mais on dit seulement bon, l'histoire allemande, ça dure des millénaires, c'est pas seulement 12 années. On peut pas réduire l'histoire au nazisme, voilà. Et on peut être fier de beaucoup de choses en Allemagne, mais c'est aussi, c'est peut-être un peu comme Bardella, c'est pas seulement l'histoire et des grandes idées politiques, leurs candidats pour les élections européennes, était aussi très très populaire en TikTok, sur les réseaux sociaux. Et souvent, il dit seulement des choses comme bon, vous êtes un jeune homme, vous n'avez pas une petite amie, c'est pourquoi? Parce que vous votez pour les Verts, les vrais hommes sont à la droite. Des choses comme ça qui apparemment marchent extrêmement bien. Et c'est pas l'histoire, c'est pas les négationnismes, mais c'est presque une culture populaire. Le masculinisme est une dimension politique importante en Allemagne? Oui, certainement, c'est partout, non? C'est Bah, en France, clairement, c'est pas encore quelque ouais, chose de véritablement d'accord. conscient dans Ouais, la ouais. stratégie du RN, mais en Allemagne, là aussi, ça rejoint une tradition. Oui, et certainement, c'est très fort avec Trump. C'est vraiment Make American Man Great Again, d'une certaine façon. Alors, politique du genre, c'est partout. Et c'est ce qu'on trouve, c'est peut-être moins évident. Les populistes commencent avec la guerre culturelle. Et c'est aussi une manière de convaincre les conservateurs, les gens qui ne se regardent pas comme des radicaux. Euh, et on finit par, bon, une dérive autoritaire. Parce qu'après tout, on commence à critiquer les journalistes, les juges, etc. Et c'est le lien entre guerre culturelle et, voilà, enfin, l'autoritarisme qu'on trouve souvent avec des gens comme Orban, avec
Kaczynski en Pologne, avec pas mal de gens. L'anti-élitisme, ça c'est important, c'est une dimension importante, justement dans la manière, dont, ces partis, l'AfD, Donald Trump, se situent? Pas forcément. On dit ça souvent, le populisme, c'est l'anti-élitisme. Mais en fait, on peut critiquer les gens au pouvoir. On peut même dire que c'est une vertu démocratique. C'est ce qui est important pour moi en ce qui concerne le populisme. C'est on trouve chez eux une revendication d'un monopole de représenter, c'est ce qu'ils appellent le vrai peuple ou la majorité silencieuse. C'est un anti-pluralisme, on imagine un peuple complètement homogène qu'on représente, avec la conséquence que tous les autres membres de la classe politique, évidemment, sont corrompus, tous pourris, mais moins évident, tous les gens qui n'acceptent pas les populistes ou tous les gens qui ne conforment pas à la définition symbolique du vrai peuple n'appartiennent pas du tout au peuple. Alors c'est toujours une politique de l'exclusion des autres politiques, mais aussi normalement des minorités déjà vulnérables. On voit ça par exemple, parce qu'on a parlé beaucoup de l'Inde, on voit ça clairement avec Modi. Les musulmans ne sont pas vraiment des membres du vrai peuple inde. Et nous sommes en compagnie de Yann Werner Müller. Vous êtes professeur de théorie politique à Princeton aux États-Unis, mais vous êtes allemand. Vous donnez une série de conférences au Collège de France intitulée L'Europe et la défense de la démocratie. Vous nous avez dit qu'il y avait en quelque sorte entre Emmanuel Macron et Jordan Bardella ou Marine Le Pen une sorte d'affrontement entre la technocratie qui était une manière de dépolitiser les choses et le populisme qui est une autre manière de dépolitiser les choses en appelant donc à un peuple uni et en s'exprimant au nom du peuple. On a évoqué les destins différents de l'AfD qui n'a pas tenté de se dédiaboliser et du RN qui, lui, a tenté et a réussi très largement, si l'on en juge, par ces élections européennes. Et justement, Yann Werner Müller, ma camarade Esther Duflo, menait une sorte de parallèle, bien sûr. Elle ne compare pas, disait-elle, le Rassemblement national au parti nazi, mais elle rappelait dans quelles circonstances, disait-elle, le parti nazi avait pris le pouvoir en Allemagne. 37% des voix, des dissolutions à répétition, puisque la République de Weimar était particulièrement instable, un mania de la presse qui avait aidé Hitler, bref, des choses comme cela qui peuvent rappeler tel ou tel point. Qu'est-ce que vous pensez de cette, j'allais dire, réduction ad Hitlerum, comme on dit? Je dirais deux choses. Premièrement, certainement après 2016, il y avait une forte tendance de dire le problème, c'est le peuple. Mais aujourd'hui, on ne trouve pas vraiment des sondages qui montrent clairement que soudainement le peuple sont contre la démocratie. Même dans l'histoire, il n'y a pas vraiment des cas où une majorité dit clairement on veut finir avec la démocratie. Deuxièmement, normalement, c'est un pacte entre un mouvement radical avec un culte de personnalité et des élites traditionnelles. Esther Duflo parle de Hugenberg, le Bolloré de Weimar, mais il y avait aussi des élites prusses qui soudainement étaient prêtes à donner le pouvoir au Hitler. Mussolini arrivait à Rome en couchette parce qu'ils étaient invités par des élites politiques à Rome. Et aujourd'hui, comme tout le monde le sait, il y a un pacte entre un mouvement radical de Trump, avec une culte de personnalité certainement, mais aussi, pour faire bref, c'est un peu réductrice, mais quand même, les riches. Parce que clairement, Trump promet de baisser les impôts et ça suffit pour eux. Alors c'est toujours ce pacte et on trouve ce diagnostic déjà chez Hannah Arendt, par exemple. Le fascisme, c'est ce pacte entre un mouvement radical, dans la rue certainement, mais de dire le problème sont le peuple, c'est une préjugé démophobe, je dirais. Mais la question se posait malgré tout avec Hitler parce que sa politique était
violemment antilibéral. Il considérait par exemple que la dette était une invention juive, qu'il ne fallait pas payer les intérêts, alors que l'Allemagne était très lourdement endettée. Bref, il y avait un discours qui était violemment anti-économique et qui ne pouvait pas plaire au milieu d'affaires allemand, Yann Werner Müller. Mais quand même, on s'arrange. Après tout, on est prêt à dire, bon, on peut vivre avec même un type comme ça, on peut l'encadrer d'une certaine façon, on peut le contrôler d'une certaine façon. C'était l'illusion de gens comme Hindenburg, certainement. Mais après tout, on s'arrange. Et c'est pas exactement la même chose. Trump n'est pas fasciste. Mais quand même, auparavant... Trump n'est pas fasciste, mais non. justement, pour son coup de main contre le Capitole, le 6 janvier, on a dit que c'était peut-être lui qui était allé le plus loin dans le rapprochement avec le fascisme. Oui, ça c'est vrai. En même temps, il n'y a pas vraiment un projet collectif de transformer la société, de mobiliser la société. Il n'y a pas vraiment un contexte de violence. Évidemment, comme tout le monde le sait, après la Première Guerre Il y a mondiale, un peu un contexte de violence. violence était partout. Je ne veux pas rapprocher les Proud Boys qui ont fait des actes de violence des SA, mais il y a quand même un Ça contexte de violence. existe, vous avez raison, mais c'est pas un mouvement de masse. On n'a pas vraiment, ce sont des militias, des choses comme ça. Ça existe clairement et c'est très très dangereux. En même temps, c'est pas comme des Freikorps à Weimar, des soldats, des anciens soldats qui sont toujours prêts à faire bataille. Et c'est un peu aussi le tendance de dire, bon, la vie, de la violence, c'est une bonne vie. C'est le sens de la vie, c'est la violence. On ne dit pas ça aux États-Unis aujourd'hui. Mais alors, vous avez dit quelque chose d'important. Vous avez dit, aujourd'hui, à la différence de 2016, il n'y a pas d'hostilité à la démocratie. Alors certes non, mais il y a une fatigue démocratique comme durant la République de Weimar, où justement, il y avait une forme d'épuisement. On avait la sensation que les députés, les représentants du peuple allemand s'épuisaient en vaines querelles. Et ça, c'est aussi un sentiment qui peut être présent dans les démocraties aujourd'hui, Yann Werner Müller. Bon, certainement, on parle beaucoup de la crise de la démocratie, mais on ne peut pas dire que chaque défi politique, chaque problème économique, ou par exemple le clivage rural, urbain, tout ça est très important, sans doute. Mais ce n'est pas toujours la crise de la démocratie. La crise de la démocratie, c'est clairement si une alternance au pouvoir n'est plus possible. Alors, ça veut dire que, en fait, oui, c'est vrai, janvier 6, c'était un problème parce que, évidemment, on a eu le projet d'éviter, d'empêcher l'alternance, ou, moins évident, si on regarde une autocratie électorale comme chez Orban en Hongrie, une alternance du pouvoir n'est plus possible. Alors ça, c'est une vraie crise. Mais on ne peut pas dire que chaque fois qu'il y a un mouvement protestataire, chaque fois que quelqu'un dit « bon, j'aime pas les élites déconnectées, c'est la crise de la démocratie ». Donc c'est trop exagéré. Alors, c'est trop exagéré, mais l'autre distinction très importante que vous faites, Yann Werner Müller, il va falloir nous expliquer ce que ça recouvre, c'est qu'il n'y a pas dans ces différents mouvements, je dis populistes, à défaut d'Orban, disons, à Modi, puisque vous avez parlé de l'Inde, il n'y a pas d'anthropologie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la volonté de créer un homme nouveau. Le nazisme, le fascisme mussolinien, Franco en Espagne voulait créer un homme nouveau. Exactement. C'était un projet collectif, moderne d'une certaine façon. C'était pas conservateur du tout. C'était créer un peuple homogène, certainement. Et avec une... Peuple homogène, presque... ça peut se trouver. Chez Oui. Orban, c'est particulièrement clair. Non, non, mais certainement avec les nazis, avec les fascistes, mais même quelquefois, et c'est complètement oublié, avec des justifications assez démocratiques. Pendant les années 20, par exemple, Giovanni Gentile, le ministre de la Culture chez Mussolini, publiait un article en Foreign Affairs aux États-Unis. Il disait « L'État fasciste, c'est l'État démocratique par excellence. Parce que finalement, on a intégré tous les gens. C'était pas vrai. Mais quand même, il y a cette idée. Et même avec les nazis, quelquefois, il y avait cette idée, une démocratie germanique contre les plutocraties à Ouest, Angleterre, France, etc. etc. C'était pas vrai. Clairement. Mais quand même, ça se passe dans un imaginaire démocratique.
Mais alors, ça se passait dans cet imaginaire-là avec une nuance, c'est que le nazisme demandait le sacrifice et des gens se sont sacrifiés pour Oui. Hitler. Il n'y a plus aujourd'hui, à ma connaissance, sauf si vous n'êtes pas d'accord, dans ces mouvements, des gens qui voudraient se sacrifier pour Orban, qui voudraient mourir pour Narendra Modi. Tout à fait correct. C'est pas la mobilisation des sociétés, c'est presque la démobilisation des sociétés. Et on trouve déjà chez un grand historien, Robert Paxton, très bien connu en France, à cause de ses travaux sur Vichy, cette idée que dans une société de consommation, on ne peut pas vraiment dire aux gens, bon, chaque jour, il faut marcher, il faut se mobiliser, etc. Mais attention, quand même, on peut imaginer que peut-être le fascisme est en train de changer, un nouveau visage, parce que dans notre époque, peut-être ça marche autrement. Alors, il faut se méfier des analogies trop simples, certainement. Alors, justement, parce que il y a deux penseurs allemands qui ont été essentiels pour le nazisme, c'est Heidegger et Carl Schmitt. Vous avez beaucoup travaillé sur Carl Schmitt, c'est le théoricien nazi du droit, et Carl Schmitt présente peut-être la forme la plus aboutie de lutte contre la société libérale, parce que Marx considérait qu'il fallait dépasser la société libérale, Schmitt considérait qu'il fallait la renverser et la piétiner. Est-ce que vous voyez encore aujourd'hui dans l'idéologie de l'AfD, par exemple en Allemagne, des soubassements qui doivent quelque chose à Heidegger ou à Carl Schmitt? Je dirais qu'on trouve chez les populistes une stratégie qui est assez similaire en ce qui concerne la théorie politique de Schmitt. Ça veut dire, Donc sa théorie euh, du partisan. non, c'est pas ça. C'est sa théorie du peuple, en fait. Parce que sa tendance était de dire, bon, il y a des élections, mais c'est un processus très mécanique, statististe, et on compte des votes, etc. Mais il y a une autre manière de choisir le leader. C'est quasi existentiel. Ça revient à l'idée d'une essence du peuple, l'acclamation par le peuple, et ça explique pourquoi, pas toujours, mais quelquefois, les populistes n'acceptent pas les résultats. Ils disent effectivement, oui, on a compris que maintenant on a compté les votes, mais il y a un autre processus quasi existentiel, quasi mystique de dire, mais le peuple vrai, le peuple véritable, euh, on choisit quelqu'un d'autre. Et ça, on trouve ça évidemment avec Trump. Il mentionne beaucoup, c'est ce qu'il appelle le real people. Même en Autriche, par exemple, avec l'extrême droite, vous vous souvenez qu'en 2017, c'était un professeur vert qui était élu. C'est pas possible. Le vrai peuple ne préfère pas quelqu'un comme ça. Alors, l'extrême droite était dire, bon, il était peut-être élu, mais il n'était pas vraiment choisi par le peuple. Cette distinction entre un choix existentiel quasi mystique et ce processus banal des choses mécaniques. Ça s'y trouve déjà chez Schmitt dans les années 20. Mais alors, quoi, ça veut dire qu'on pourrait rapprocher les real people de Donald Trump de, par exemple, l'idéologie völkisch en Allemagne, de la manière donc de considérer que le peuple a un esprit qui va s'incarner dans un homme? Tout à fait, tout à fait. C'est l'homme-peuple, c'est l'homme fort qui incarne le peuple. En même temps, il faut se méfier un peu de cette idée que la promesse des populistes est toujours «je suis comme vous». Évidemment, Trump n'est pas comme tout le monde. Et il dit clairement «je suis aussi élite», mais c'est précisément parce que je suis riche que je peux faire des choses. On ne peut pas me corrompre d'une certaine façon. Et voilà, ça, c'est important de maintenir les distinctions entre ces personnages, mais en général, c'est vrai. C'est cette idée que nous et seuls nous représentent le vrai peuple. Mais alors, justement, parce que c'est beaucoup plus facile pour Trump de s'accommoder d'un individualisme, du consumérisme, parce que Trump, évidemment, ne promet pas de renverser le consumérisme. Ça n'est pas du tout sa manière d'être. Alors que certains mouvements populistes considèrent, si on prend par exemple Poutine, Poutine fustige le consumérisme occidental. Oui, mais pas toujours. Évidemment, la Russie a changé beaucoup.
Auparavant, ça veut dire avant la guerre. C'était plus le cas de, c'est ce que nos collègues Gouriev et Treisman, dans un livre très important, qui même en France, ça s'appelle Spin Dictators, dit que maintenant, leur jeu, leur stratégie, c'est plutôt de manipuler l'opinion publique. Ce ne sont plus des dictateurs de la peur, c'est pas beaucoup de répression. Évidemment, en Russie, les choses ont changé beaucoup après 2022. Maintenant, c'est la répression totale, etc. Mais avant, on laisse un peu d'espace à la consommation, on démobilise la société, on est prêt à tolérer quelques journalistes libéraux, même chez Orban, on trouve encore des journalistes authentiques, mais juste pour être dans une situation, pour dire à Merkel, à Biden, bon, nous aussi sommes une démocratie. La question de l'immigration, qui est centrale chez Orban, chez Donald Trump, ce qui est étonnant dans un pays qui s'est construit sur l'immigration. Là aussi, qu'est-ce que vous en pensez, Yann Werner Müller? Peut-être que c'est un peu pédantesque, mais il y a une distinction entre populisme et extrême droite. Populisme, c'est une stratégie de mobiliser les gens avec cette promesse, c'est nous et seulement nous qui incarnent le peuple vrai. Et extrême droite, on a toujours une opinion, entre guillemets, sur la migration. Évidemment, il y a un lien, parce que chaque populiste doit expliquer qui sont le vrai peuple. Alors, il y a un lien entre nationalisme, nativisme et tout ça, et le populisme. Mais il n'est pas vrai que chaque populiste est nationaliste ou même à l'extrême droite. Alors, c'est clair que la migration, aujourd'hui, marche très très bien pour les populistes. Et peut-être moins évident, le problème, c'est souvent que le centre droit prête à courir après eux, parce que c'était déjà très évident, par exemple, en France, avec Valérie Pécresse, en 2022, de dire effectivement, oui, le grand remplacement, peut-être c'est vrai d'une certaine façon, et ça valide les cadres d'explication des populistes. Et voilà, une fois le cordon sanitaire détruit, on ne peut pas rebâtir ça. Oui, mais extrême droite, centre droit, centre-gauche, puisqu'il me semble qu'en Allemagne, alors je ne me souviens plus de son nom, mais un ancien responsable politique de gauche avait fustigé de manière très violente le multiculturalisme. Bon, mais aujourd'hui, c'est une banalité. Non, Tout le monde aujourd'hui c'est une était contre. banalité, mais il l'a fait il y a 10 ans. Je suis désolé, je me souviens plus de son nom. Mais Oui. il avait écrit un livre qui avait été un grand best-seller en Allemagne contre le Oui, multiculturalisme. c'est un social-démocrate, je crois que c'est ce personnage, c'est ça. Mais voilà, c'est encore une fois une manière de simplement accepter la rhétorique de l'extrême droite. Ça peut arriver, mais souvent, franchement, et on peut montrer ça très clairement avec des sondages, souvent les gens ont d'autres soucis. Aux Pays-Bas, par exemple, c'était pas la migration, mais tous les autres ont couru après Geert Wilders et, surprise, il a gagné. Voilà. Mais alors, il y a aussi à l'extrême droite, et notamment parmi ceux qu'on appelle les différentialistes, des individus qui appellent à la rescousse Lévi-Strauss en disant c'est le droit d'une société de distinguer le soi du non-soi et on a le droit de considérer que le multiculturalisme est effectivement un projet qui ne tient pas ou un projet dont on ne veut pas. Ça a été dit même par une partie de la gauche américaine qui considère que effectivement les électeurs de Trump se sont sentis étrangers dans leur propre pays. Qu'est-ce que vous en pensez là-dessus, Yann Werner Müller? Bon, c'est une banalité qu'il faut prendre au sérieux, les soucis, les inquiétudes des gens, etc. Mais en Je parle même temps, des soucis identitaires. oui, mais en même temps, d'une certaine façon, c'était un projet culturel. Si on parle aujourd'hui de la polarisation aux États-Unis, euh, ça existe parce qu'on dit chaque jour, et c'est un peu le travail de Fox News, on dit chaque jour aux gens, vous êtes mépris par les élites et
C'est une fantasme. C'est pas vrai que les élites à New York ou Los Angeles parlent chaque jour sur les gens au Midwest et disent oh ils sont bêtes, etc. Alors un projet culturel si vous voulez. Et on renforce les sentiments comme ça. Mais c'est pas donné, c'est pas naturel, ça arrive pas dans un processus spontané comme ça. Mais je pensais par exemple au livre de cette sociologue américaine qui a été publié en 2016, Harley Russell Hochschild, Oui. pardon pour mon accent, Stranger in Their Own Land, donc comme le titre l'indique, étranger dans votre propre pays. Elle était allée à la rencontre des électeurs de Trump et ceux-ci lui avaient expliqué qu'ils ne se sentaient plus en tant que classe moyenne blanche, de manière de plus en plus minoritaire dans le pays. Elle avait été très critiquée à gauche, alors qu'elle estime être à gauche. Est-ce que, par exemple, cette démarche est une démarche qui vous paraît contestable? Qu'est-ce que vous en pensez, Yann Werner Bon, Müller? je dis pas que tous les gens comme ça, forcément, ce sont des racistes. En même temps, c'est un projet, encore une fois, un projet culturel, politique des élites pour créer une nation, pas seulement blanche, mais aussi chrétienne. Et on voit c'est très clairement au moment avec pas mal de juges aussi qui sont prêts à dire, bon, non, chez nous, c'est une nation. Les pères fondateurs, c'était des chrétiens, etc. On prend par exemple Orban comme modèle de dire, finalement, quelqu'un qui est prêt à imposer une moralité chrétienne sur la société. Alors, tout ça, on peut trouver des résonances si on dit ça, mais ce n'est pas une majorité des Américains. C'est encore une fois, c'est un pacte d'un mouvement assez petit, après tout, radical, peut-être 20% des gens et des élites. Et ça, c'est le danger. Comment ça peut se retourner? On a vu qu'en Pologne, le phénomène inverse est en cours, Yann Werner Müller. Oui, en même temps, c'est ce qu'on voit maintenant, ce sont les difficultés de restaurer l'état des droits. Parce que qu'est-ce qu'on fait avec les juges maintenant? Si on fait les mêmes choses que Kaczynski, tout le monde le dit, bon, c'est la même chose, c'est presque une guerre civile froide d'une certaine façon. Comment échapper à cette situation? J'ai l'impression que l'histoire n'a pas beaucoup des leçons, parce que si on regarde le processus, par exemple, pendant les années 80, les pactes, les tables rondes, on était dans une position d'offrir quelque chose aux anciennes élites, de dire aux post-communistes, par exemple, bon, vous gardez ça. En Amérique latine, on dit aux généraux, bon, on vous laisse, etc. Personne n'a vraiment trouvé une stratégie pour nos autocraties électoraux aujourd'hui. On ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'on peut faire avec Erdogan, avec Orban et tout ça. Ce sont des kleptocraties en même temps. Et par exemple en Hongrie, l'argent reste dans le pays. Alors qu'est-ce qu'on fait avec une situation comme ça? Personne ne le sait, franchement. Et justement, est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura plus de retour en arrière? Je veux dire que le populisme constitue aujourd'hui un parti politique, une forme de politique, et qu'il va falloir apprendre à vivre avec, Yann Werner Müller. C'est toujours possible. Si on a une démocratie représentative, personne ne peut éviter, empêcher quelqu'un de dire c'est nous et seul nous qui représentons le vrai peuple. En même temps, c'est vrai que on ne peut pas dire que chaque fois, c'est ce qu'ils disent les populistes, c'est pas vrai, ce sont des fake news, etc. Euh, Au début, par exemple, la rhétorique de Erdogan en Turquie sur ce qu'on appelle les Turcs noirs, les gens qui étaient abandonnés par les élites kémalistes, c'était vrai. Chavez, il n'a eu pas tort en dire, bon, c'est une oligarchie chez nous, etc. Alors, c'est une banalité, mais il faut s'adresser aux problèmes vrais sans accepter les analyses des populistes. On peut parler avec eux, mais on ne peut pas parler comme eux. Merci beaucoup. Yann Werner Müller, je rappelle que vous êtes professeur de théorie politique et d'histoire des idées à l'université de Princeton aux États-Unis. Et vous avez encore votre quatrième et dernière conférence à faire
au Collège de France. Ça sera le 20 juin à 17h30 et le thème est « Que reste-t-il à faire ?» C'est un vaste programme, hein, comme on dit en France.